Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis française, je suis mariée à un Brésilien qui s'appelle Tom. J'ai 4 enfants, j'ai David qui a 17 ans, 4 petits métis, David qui a 17 ans, Isaac qui a 15 ans, j'ai Gabriella qui a 11 ans, qui va faire 12 ans le mois prochain, et j'ai Noémie qui a 6 ans. Voilà, aujourd'hui je suis chrétienne, servante de Dieu, mais ça n'a pas tout le temps été comme ça. La Bible dit dans Romains 18, plus grand est la souffrance, plus grand est la victoire. Et il y a aussi un autre passage qui dit, tout est possible, on peut tout faire, mais tout n'est pas utile. Moi, je suis une ancienne droguée. Je vais raconter un petit peu mon histoire pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu et la puissance du Seigneur, comment Dieu est vivant et comment Dieu peut transformer une belle plante. Et moi, il y a longtemps de ça, je suis née de parents divorcés. J'étais un accident, j'étais pas prévue. Et après que je suis née, mes parents m'ont mis à droite, à gauche, chez ma tante, chez mes grands-parents, un peu partout. Et j'ai grandi à vivre un peu plus souvent chez ma tante, plus souvent chez mes grands-parents, à voir ma mère de temps en temps et mon père qui essayait d'avoir ma garde, mais ma mère ne voulait pas lui donner. Donc c'était un combat pendant une longue vie pour que mon père puisse m'avoir. Et bon, c'est pas pareil quand on habite chez les gens, c'est jamais son chez-soi. Et donc j'habitais avec mes cousins, on changeait beaucoup d'appartements, on changeait beaucoup d'école, donc il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre. Et voilà, après, il fut un moment, après des années d'instabilité, pendant quelques temps, ma mère me prenait, et puis après, elle me remettait avec ma tante. J'ai des vagues souvenirs d'avoir vécu peut-être quelques temps, 6 mois, 8 mois avec ma mère. Je retournais tout le temps chez ma tante ou mes grands-parents. Ma mère, c'était quelqu'un de très autoritaire. C'est quelqu'un qui, je pense, aujourd'hui on n'en a pas encore trop parlé, je pense qu'elle a eu aussi un passé très lourd, et c'est quelqu'un qui est très autoritaire, qui est très strict, qui était très dur et avec qui je ne me souviens pas d'avoir grandi avec elle. Je me souviens d'avoir grandi avec ma tante et mes grands-parents et voilà quoi. Je me souviens de la voir de temps en temps apparaître, dire bonjour ou de temps en temps, mais rien de plus. Et il y a un moment, j'ai grandi, et un jour elle a réapparu. Je devais à peu près avoir, on va dire, en CM2, peut-être 10 ans dans ces cas-là. Et elle avait été transférée dans le sud de la France. Et donc on est parti et on a déménagé vivre dans le sud de la France. Et là on s'est installé avec un monsieur qu'elle avait rencontré, qui a pensé que c'était le grand amour, quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Et je ne l'avais jamais vu et on s'est installé dans le sud de la France. Et le même jour où on s'est installé, ce monsieur a fait des choses pas bien avec moi le même jour où je l'ai vu. Un soir, ma mère est partie se coucher, je me suis retrouvée seule avec ce monsieur, je ne vois pas pourquoi ma mère a pas tilté là-dessus. Et voilà, j'avais à peine 11 ans et c'est là que tout s'est empiré, la vie. Ce monsieur a essayé de faire des choses pas bien avec moi. Et puis j'en ai pas parlé avec ma mère, j'avais peur. Et puis ce monsieur a pris cette habitude de, voilà, on va faire des câlins, des choses pas bien. Et puis, il y avait beaucoup de touchés, de frottements, mais rien d'autre. Et puis, les années sont passées, ils ont acheté une maison, ils ont construit une maison. C'était de pire en pire, leur relation. Plusieurs années après, j'ai su, bien sûr, petite, je me doutais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, parce que petit, on est innocent, mais on entend. Et j'ai su que ma mère était tapée par ce monsieur. Et donc, j'ai compris que la vie n'était pas aussi facile pour ma mère non plus. Et ce monsieur tapait ma mère presque tous les soirs. Je pense qu'elle était très malheureuse. On avait vécu des années dans cette maison, dans ce pavillon, en haut de Nice. Et il y a un moment où moi, la vie, c'était pas ça, c'était pas bon, c'était l'oppression. J'avais 11 ans, je devais me débrouiller toute seule. Ma mère et ce monsieur-là travaillaient dans la même compagnie de travail. Ils partaient très tôt le matin, ils rentraient très tard le soir. Je faisais des longues journées toute seule. Je rentrais en 6e au collège, je devais me débrouiller, prendre le bus, rentrer tard. Quand ma mère rentrait, tout devait être prêt, il fallait que la table soit prête, il fallait qu'il ne manque rien sur la table. Elle rentrait, elle était stressée, l'angoisse certainement de rentrer à la maison, le stress du travail. Et il y a un moment où la vie est devenue une oppression. Il y avait un mal-être, j'avais ce stress de ce monsieur, je ne voyais pas, je devais me débrouiller tout le temps toute seule.
Il n'y avait personne ni pour m'emmener, pour me raccompagner, tout je devais gérer. Et le soir, quand je rentrais, c'était l'angoisse. Et quand je voyais la voiture arriver, c'était il manque rien sur la table, il y a le sel, il y a le poivre, j'ai bien mis l'eau. Et à cette époque-là, ma mère commençait à... C'était quelqu'un qui me tapait, et à cette époque-là, c'est quelqu'un qui se défoulait sur moi, qui pouvait me taper énormément. S'il manquait juste une cuillère, si l'eau ne bouillait pas assez rapidement pour les pâtes, si je n'avais pas mis la casserole. C'était, je pense, sa manière la pauvre aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec maturité, je comprends plus des choses que je ne comprenais pas avant. Sa manière d'extérioriser aussi sa souffrance. Et qui c'est qui prenait? C'était moi. Et donc, c'était pas facile tous les jours. La vie devenait de plus en plus dure, ma mère sur moi tous les jours, ce monsieur, le noir, j'arrivais pas à vivre avec mon père, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, c'était l'oppression dans cette maison, j'en pouvais plus. Et il y a un moment, je crois que je devais avoir à peu près en cinquième, peut-être 12-13 ans, et j'ai fait une tentative de suicide. J'en avais tellement ras-le-bol de tout, je me disais la vie elle est vraiment pourrie, c'est vraiment nul, je me disais voilà ce que je fais sur cette terre. Et donc j'ai pris des comprimés. Je me souvenais que ma mère prenait, ou ma grand-mère, des somnifères ou un truc, des cachets, et j'en ai pris. Et aujourd'hui, je ne peux pas tout dire les détails. C'est pour ça qu'il y a des fois j'ai des trous et des bugs, certainement à cause des bêtises que j'ai faites, de la drogue plus tard que je veux dire que j'ai prise. Voilà, je ne sais pas les conséquences, mais je sais qu'aujourd'hui je suis ici pour vous le raconter. C'est que ça ne m'a pas fait de mal, c'est que Dieu déjà avait la main sur moi à cette époque-là. J'ai essayé de me suicider, mais rien n'est arrivé. Je sais que l'oppression continuait, le mal-être en moi continuait. C'était vraiment une angoisse de vivre dans cette maison, une angoisse de voir ma mère arriver tous les soirs à la maison. Il n'y avait pas de communication, on ne faisait rien. C'était vraiment de la colère, de la haine. Et à un moment, j'ai réessayé, j'en pouvais plus. Et un jour, au collège, il y a une assistante sociale qui, par mes études, bien sûr catastrophiques, a découvert que ça allait pas grâce à un professeur. Un jour, un professeur a fait venir ma mère et il a tout de suite compris qu'il avait à peine ouvert il avait à peine ouvert sa bouche que ma mère tout de suite, ah bah oui, elle est bonne à rien, bah oui, elle est nulle, oh bah oui, ça m'étonne pas. Et comme il a compris, il a mis l'assistante sociale en contact et grâce à elle, c'est là que ça a tout déclenché. L'assistante sociale m'a aidée à être en contact avec mon père et gagner le tribunal. Et ma mère a su que j'avais pris contact avec l'assistante sociale. Quelques temps après, c'était une catastrophe. Elle était très en colère ce jour-là et ça a été une catastrophe. Peu de temps après, grâce à ces assistantes sociales, on a réussi à gagner le procès. Je suis partie vivre chez mon père. Mon père, je l'attendais toute ma vie ce jour-là. Mon père, c'est quelqu'un que j'aime énormément, que je m'identifie beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est quelqu'un en qui je me vois. Mon père, c'est... J'ai beaucoup d'admiration. Il s'est battu pour moi toute sa vie pour m'avoir. C'est quelqu'un qui était calme, qui m'aimait. Le problème, c'est que le jour où ça devait être le plus beau jour, où on avait gagné le tribunal, on devait être ensemble, et ça y est, on allait vivre ensemble pendant des années. En fait, il a récupéré un animal sauvage. Il a récupéré quelqu'un de terrible, qui était brisé à l'intérieur, qui était cassé, qui n'avait plus de lumière, qui ne croyait plus en rien, qui était fatigué, qui était plein de cicatrices. Et pourtant, je devais avoir que 13 ans. Et le pauvre, du coup, il a souffert. Il fallait me réapprivoiser. J'avais ma belle-mère qui me connaissait depuis toute petite, avec qui il était marié. Il fallait me réapprivoiser. Je ne parlais plus, j'étais fermée, je ne voulais plus parler. J'étais un mur total. Vous pouvez me mettre à table pendant 15 minutes, il n'y avait pas une parole. J'étais frustrée, j'avais peur de tout. Et elle a beaucoup souffert et ça a été des années d'essayer de réapprivoiser et en fin de compte, il y avait trop de haine à l'intérieur de moi. Je pensais que tout le monde était méchant, je pensais qu'on était ici pour me faire du mal et que tout le monde voulait du mal et tout le monde voulait me détruire et que les choses n'avaient pas avancé suffisamment et pourquoi on ne m'avait pas pris avant et pourquoi on ne m'avait pas aidé avant et pourquoi on ne m'avait pas enlevé les mains de cet homme et pourquoi je n'avais pas ouvert la bouche aussi pour dire que c'est plein de frustration en moi. Et je me suis dit, non, c'est fini, la vie, c'est nul. De toute façon, ça ne sert à rien de recommencer autre chose. Et donc, j'ai abandonné. Et je me suis dit, eh ben moi, puisque les gens me font du mal, moi, je vais faire du mal à tout le monde. Et je me suis mis à faire du mal, à devenir quelqu'un de très méchante. Et j'ai fait souffrir beaucoup mon papa. Et j'ai fait souffrir beaucoup ma belle-mère. J'ai commencé à aller au collège. On m'a réinscrit à un collège. J'ai commencé à commencer à étudier un petit peu. Après, ça a été catastrophique. Après, j'ai grandi, l'âge de l'adolescence. J'ai commencé à faire n'importe quoi, à sortir, à plus étudier.
À la maison, j'étais vraiment infecte. Je traitais très mal ma belle-mère, je lui parlais très très mal. Mon père, je faisais n'importe quoi. Je pourrais raconter tellement de choses que j'ai faites que même ça ne rentrerait pas dans le film. Je suis partie de la maison, j'ai fait des fugues, je suis tombée dans une secte du yin et yang parce que j'ai voulu m'enfuir. À chaque fois, je retournais à la caisse départ, je retournais chez mon père. Je lui ai fait vraiment souffrir. Il y avait vraiment, j'étais perdue. Il fallait que je cherche, j'étais à la recherche tout le temps de quelque chose qui remplissait ce vide, qui remplissait cette frustration. C'était où le bonheur? C'était où la paix? C'était où l'amour? Est-ce que ça existe? Mais c'est pas la famille. Pour moi, c'était pas la famille. Et un jour, à grandir, première année de BEP, je dis comme ça parce que comme ça les gens vont cadrer à peu près l'âge. Première année de BEP, mon père m'a dit écoute Alexandra, il y en a ras-le-bol, ici c'est pas l'hôtel, tu fais rien, tu travailles pas, tu fais que de sortir, donc où tu vas travailler ou tu continues à étudier. Puis j'ai dit ah non, les études c'est pas pour moi, j'en ai ras-le-bol, je vais travailler, j'ai envie de gagner de l'argent, je vais être indépendante, je vais faire plein de choses dans ma vie. C'est ce qu'on croit. Et donc j'ai quitté les études à l'âge de 16 ans et j'ai été travailler, seulement pas de diplôme, j'ai fait vendeuse, j'ai fait des petits trucs à droite à gauche. Le problème, une chose que j'ai appris, c'est que la parole a le pouvoir. Et quand on vous lance des choses dans votre vie, on a l'impression que ça vous colle à la peau. Et moi, ma mère, depuis toute petite, elle me disait tout le temps, t'y arrives pas, t'es nulle, t'es moche, t'es bonne à rien, t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Et à un moment, quand je suis rentrée à 16 ans dans la vie, tous les petits boulots que j'avais, que ce soit serveuse, vendeuse, je gardais jamais rien. J'arrivais jamais à garder un travail. Je gardais 2 mois, 3 mois, je faisais des bêtises, j'étais virée, ils n'étaient jamais contents de moi, je faisais n'importe quoi. Et à un moment, je me disais, c'est pas possible, quoi. Et puis après, bien sûr, j'ai grandi, 16, 17, j'ai commencé à sortir en discothèque, j'ai commencé à boire un petit peu. Puis à un moment, mon père, reconvocation, m'a dit Alexandra, ça va pas du tout, maintenant tu travailles, tu nous aides pas à la maison, tu es tout le temps dehors, tu fais n'importe quoi, basta. Il va falloir prendre une décision, fais quelque chose de ta vie parce que là on n'en peut plus quoi. Et arrivé le grand jour, il fallait que je prenne une décision, je venais de faire mes 18 ans, je me suis dit bon, la France c'est pas pour moi, il y en a marre. J'ai essayé, j'ai fait 10 000 trucs, tout a été catastrophe, ça n'a jamais rien marché, on va changer de pays. On va prendre l'air ailleurs. J'ai dit à mon père, je vais aller prendre l'anglais, je vais aller à Londres, fille au père, faire quelque chose de nouveau. Je fais avec l'anglais, je vais cartonner, je vais trouver un super travail et tout. Et donc, on m'a trouvé une famille au père, avec ma belle-mère, on m'a aidé. Je suis partie à Londres, dans une famille au père. Le problème, c'est que voilà, dès que vous n'avez pas de base et dès que vous faites n'importe quoi, partout où vous allez, vous faites n'importe quoi. Et donc je suis arrivée à Londres, ça a été 2-3 mois, au bout du 3e mois, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à sortir, commencé à faire des bêtises. Et la famille en a eu ras-le-bol de moi, elle m'a dit écoute Alexandra, t'es bien gentille, mais on veut plus de toi. Donc je me suis retrouvée à la rue, à Londres. Après, j'avais rencontré quelques copains, parce qu'on étudiait l'anglais entre deux, qui m'ont dit ok, un petit boulot par là, un petit boulot par là. Je commençais à faire des petits boulots à droite, à gauche, j'étais dans la banlieue de Londres. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, moi j'habite à Londres même, viens, tu vas voir, c'est super, Londres, c'est la grande capitale, ça bouge, c'est génial et tout et tout. Et donc j'ai bougé, j'ai été à Londres, je me suis installée à Londres chez une amie, elle m'a dépannée pendant quelques temps, le temps que je m'organise, j'ai été à Londres et alors là, si vous n'avez pas de base, c'est comme une maison. La maison, si elle n'est pas fondée correctement déjà du bas, avec de bonnes bases, la maison elle s'écroule rapidement. Et étant donné que moi, je n'ai pas eu des bonnes bases, on ne m'a pas dit, Alexandra, il ne faut pas faire ci, attention ça, les relations, et ça, et ça, et ça. J'ai appris comme ça, seule. Et donc, tomber dans une grande ville à Londres, seule, sans base, c'était très dangereux. Et donc, je suis arrivée à Londres et avec ma copine, on commençait à faire des petits boulots à droite, à gauche. J'ai commencé à rencontrer d'autres petites copines, 2-3 copines. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une Française avec qui je suis devenue super amie. On était inséparables. Puis on faisait plein de trucs ensemble et tout. Puis un jour, de fil en aiguille, à force de devenir plus intime, j'ai découvert qu'elle était une drogue dealer. Et chez elle, elle vendait de la drogue et tout, tout ça. Et puis, bien sûr, on a commencé à discuter. Viens, essaye ça, prends ça, on va faire la fête, on va sortir. Quelque temps après, je suis tombée dans la drogue. J'aimais ça. Je me disais, waouh, ça me remplit, je me sens bien.
Il n'y a plus de problème, c'est trop super. J'ai pris de la drogue dure, j'ai sniffé, j'ai pris des extasies, des acides. J'en suis pas fière aujourd'hui, donc je ne vais pas rester sur les noms et les détails là-dessus. Je suis tombée dans l'alcool, je mélangeais l'alcool, je buvais. Je sortais tous les soirs, c'était la fête, la vie était super belle, pas aucune préoccupation. Quand il y en avait, on se droguait, on oubliait. Le problème, c'est qu'il y a moins, je ne vais pas raconter là tout de suite, mais il y a des fois où c'est terrible, quand on mélange l'alcool et la drogue, il ne faut jamais le faire, ni la drogue, ni l'alcool, il ne faut jamais prendre. J'ai des souvenirs qu'aujourd'hui, je sais que si je suis vivante, c'est parce que c'est Dieu. Moi, j'ai des souvenirs de dans mon appartement, j'organisais des choses, je mélangeais tellement de la drogue dure et de l'alcool que je tombais dans des comas. Je me réveille le matin, je ne savais même pas ce qui s'était passé dans mon appartement. J'aurais pu mourir parce que des extasies ou d'acide qu'on mélangeait avec de l'alcool. Je me dis qu'aujourd'hui, Dieu avait déjà un contrôle sur ma vie. Et à cette époque-là, eh ben, on en a besoin et on en veut plus parce qu'on se dit, voilà, ça me fait tout oublier, je me sens bien, c'est la fête, tout le monde m'aime, j'ai plein de copains, waouh, génial. Seulement un moment, la vie de tous les jours, il fallait aller suivre le travail, il fallait payer le loyer, et à un moment, mon corps ne suivait plus. J'ai perdu mon travail parce que j'étais trop abîmée par la drogue, par l'alcool. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon appartement, sans travail, pas d'argent, j'ai perdu mon appartement. J'avais besoin de drogue parce que c'était bon, j'aimais ça. Il fallait que je cours après l'argent, alors on emprunte à droite, à gauche. Et un jour, eh ben, je squattais, je m'étais mis à squatter chez un copain. Et donc on squattait, on était plusieurs et on vivait dans sa salle à manger, on squattait, on squattait, on squattait. J'étais devenue un légume, ma vie n'était plus rien. J'étais une squatteuse, je squattais dans chez lui, à me droguer, et à vivre comme ça le jour. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en sais rien. On prend la drogue, c'est bien, c'est comme ça, on oublie. Mais un jour, lui, il en a eu basta, il en a eu marre, il a une petite copine, il avait sa vie. Un jour, Alexandra, tu ne peux pas dormir ici, il faut que tu bouges. Un jour, je me suis retrouvée à la rue. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler, il y en a marre de cette vie, je vais rentrer en France. J'ai appelé ma belle-mère, je me suis dit, ouais, voilà, la situation est mauvaise, j'ai plus rien, il faut vraiment que je rentre en France, j'en peux plus, j'ai tout perdu. Le problème, c'est que je pensais vraiment tomber sur mon père ce soir-là, ou ce jour-là, je ne sais plus si c'était le matin ou l'après-midi, et je suis tombée sur ma belle-mère. Ma belle-mère, je pense qu'elle ne l'a pas fait ni méchamment aujourd'hui avec le recul, je pense qu'elle en avait ras-le-bol, de mauvais souvenirs, et elle me dit, non Alexandra, non, c'est pas l'heure de rentrer, on veut pas de toi, reste encore à Londres. Et là, je dis, ok, qu'est-ce que je fais? Plus de maison, plus d'argent. Je fais, j'ai des amis. Je vais appeler mes amis. J'ai plein d'amis. Quand je sortais à la salsa, à la discothèque, j'avais plein d'amis. Je vais appeler mes amis. Le problème, c'est que voilà, quand vous appelez vos amis et que vous êtes à la rue, vous n'avez plus de drogue, vous n'avez plus d'argent, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Personne n'y pouvait me recevoir, ni personne ne voulait de moi. Je pense que j'étais plus intéressante, je ne voulais plus rien. Et bien, ce soir-là, la meilleure chose à faire, et ben, je pense que j'ai cherché un... Je me souviens que j'ai fait le tour du quartier, puis j'ai trouvé un bâtiment ouvert. Et puis j'ai dormi comme une clocharde dans le bâtiment, au froid. En plus, c'était un jour de froid. Et puis le matin, j'ai une dame qui habitait dans ce bâtiment-là, qui est très gentille, qui m'a ouvert la porte, qui m'a donné un thé, et qui m'a dit « Mais t'es trop jeune !» Je devais avoir 21 ans, 20 ans, 21 ans à peu près. Non, je devais avoir 20 ans. Elle me dit « T'es trop jeune pour dormir dans le couloir du bâtiment, qu'est-ce que tu fais là ?» Puis j'ai pris mon thé, mon café, et je suis partie. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, quand je sortais tous les soirs, j'avais rencontré un homme. J'avais rencontré un Brésilien, qui est aujourd'hui mon mari, qui est Tom. Et on sortait, on faisait la fête ensemble, mais il était déjà un petit peu plus droit, il était déjà plus stable, il avait été moins fou que moi. Et il me recherchait. Je l'ai su après. Parce qu'on se connaissait très très bien, on était les meilleurs amis. Bon, on va dire la vérité, la première fois qu'il m'a vu, il est tombé tout de suite amoureux. Moi, non. Moi, je voulais personne, je voulais faire que du mal, je voulais être avec tout le monde et tous les virer après. Voilà, c'était mon but, c'était pas m'accrocher à personne parce que l'amour, ça n'existait pas. Et un jour, il m'a retrouvée dans la rue. Je devais prendre le bus, ou je sais pas, je devais me balader dans Londres, à être perdue. Et il m'a retrouvée. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais depuis longtemps, tout ça.
Et c'est là qu'on voit. Et c'est là que maintenant ça devient bien. Après les ténèbres, la lumière. C'est là qu'on voit que quand Dieu il a un plan pour nous, quand Dieu il nous aime, on peut faire ce qu'on veut, on n'échappe pas à la main du Seigneur. Peu importe la pire chose qui peut vous arriver dans votre vie. Quand Dieu veut vous sauver, Dieu veut changer votre vie, Dieu veut faire un bouleversement dans votre vie, peu importe jusqu'où vous êtes descendu ou tombé, la main de Dieu, elle arrivera jusqu'à vous. Tom, il m'a retrouvé dans la rue. Comment il m'a retrouvé? Londres, c'est immense. Et là, il m'a dit, non, tu vas pas rester là, dans la rue, ça va pas ou quoi? Viens, j'ai ma soeur, j'ai ma mère, on a un appartement, tout ça. J'étais à un point où, à un moment où il m'a rencontrée, j'étais sale, j'étais une droguée, je m'habillais mal, j'avais perdu tout respect de moi. Je mettais des vêtements transparents, je mettais des vêtements déchirés, j'avais un visage déchiré, j'étais pas bien, je parlais que vulgairement, je savais pas dire une phrase sans parler avec des gros mots vulgairement, j'étais devenue une loque, un légume, c'était horrible. Et il m'a dit non, viens. Lui il m'a tendu la main. Il y a des gens qui vous tendent la main des fois, c'est pas tout le monde qui tourne le dos. Et Tom, il m'a tendu la main et il m'a amené chez sa famille. Et c'est là que vous voyez le plan de Dieu. Au moment où j'ouvre la porte, peu de temps après, je découvre que sa famille était chrétien, évangélique. Et je me souviendrai tout le temps, j'oublierai jamais de ce moment-là. La première chose qui m'est arrivée, quand je suis arrivée chez lui, la personne qui m'a ouvert la porte, c'est sa maman. C'était déjà une personne déjà d'un certain âge. Et c'était une grande chrétienne, une grande je sais pas, je sais pas, je vais vous demander pardon, je sais pas si on dit intercesseuse ou intercettrice en français, mais elle était à fond dans la prière, elle priait, c'était une grande femme de prière. Ce jour-là, c'est elle qui m'a ouvert la porte. Et croyez-moi, quand vous avez une personne dans l'état dans lequel j'étais, elle a ouvert la porte. Tom lui a dit en brésilien, c'est alexandrin certainement, hein, elle m'a juste pris dans les bras. Et elle m'a serré dans les bras, mais fort. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis, je ne savais même pas que ça existait. Cette femme, la chose qu'elle a fait ce jour-là, c'est qu'elle n'a ni fait, ni regardé, ni jugé. Dès le premier jour, j'ai senti de l'amour. Et quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai découvert que c'était une famille évangélique. Après, j'ai rencontré sa sœur, à Tom, qui est une femme très généreuse, une femme très gentille, très autoritaire. Ils ont commencé à m'apprivoiser, ils m'ont dit « ouais, reste ici, dors pas dans la rue, on va te donner une chambre ». Et ils ont commencé à me parler de Dieu. Pour moi, j'étais complètement athée, je pensais qu'on venait du singe. C'était complètement nouveau pour moi. Et ils ont commencé à dire « oui, Dieu existe, Dieu ça, Dieu ci ». Je fais « bon, on va écouter, on va voir ». Je suis arrivée, j'avais des vêtements tout troués, tout ça, le lendemain, plus de vêtements. Plus de pantalon ni troué ni déchiré. Je me retrouve avec un nouveau pantalon. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sûre que c'est elle qui me l'a volé, qui me l'a mis à la poubelle, j'en suis sûre. Et on a commencé à m'apprivoiser, on a commencé à m'aimer, on a commencé à me dire des paroles gentilles, on a commencé à me dire que j'étais belle, on a commencé à me dire tu vas y arriver, t'inquiète pas, la vie c'est pas ça, des choses que j'avais jamais entendues dans ma vie. Des gens qui me remettaient en confiance et qui me disaient mais comment ça? Tu as le droit aussi à réussir dans ta vie, tu as le droit à être aimé. Et ces gens-là, tous les jours, me donnaient beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et je me disais, mais c'est quoi le problème avec ces gens-là? Mais pourquoi ces gens-là, ils m'aiment? Je leur ai rien fait à ces gens, je leur ai rien donné. Pourquoi ces gens-là, ils m'aiment? Et j'ai commencé à habiter pendant des mois et des mois avec eux. Après, Fatima, par gentillesse, Fatima, c'est la sœur de Tom, elle m'avait donné une chambre, moi, ma propre chambre. Et elle m'avait donné du travail et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Et un jour, ils m'ont dit « ouais, viens dans l'église, on va t'emmener à l'église, tu vas voir ». Après m'avoir parlé de Dieu, après m'avoir expliqué que Jésus était le Fils de Dieu, que l'amour existe, que ma vie peut être reconstruite. Et un jour, j'ai dit « ok, je vais aller dans cette église ». Ils m'ont aidé, il n'y a pas de raison, j'ai dit « je vais y aller, je vais aller voir ».